Angel Shapiro et on est très content de pouvoir discuter un peu avec vous à propos des Flaubert. On est en train de fêter les bicentenaires des Flaubert, donc il nous a semblé une chose très importante, avoir la chance de pouvoir échanger avec vous quelques idées sur l'écrivain. Et je voudrais bien commencer pour vous demander comment avez-vous arrivé à l'œuvre de Flaubert et pourquoi vous avez lui consacré autant de temps et d'études et tout ça, et dans quelle mesure ce travail-là vous a répondu aux attentes que vous avez sur cet écrivain. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cet entretien et je vous remercie d'avoir pu le rendre possible. Et à cette première question, je répondrai d'abord que j'ai découvert Flaubert il y a longtemps, mais je l'ai vraiment découvert au moment de ma thèse, parce que en fait, je cherchais à travailler, j'avais en fait un point de départ plutôt théorique sur un objet qui était les clichés et les stéréotypes. Et Flaubert, c'était véritablement l'œuvre qui coïncidait avec cette problématique du cliché et du stéréotype. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment lu, en dehors des œuvres principales, lu et découvert Bouvard et Pécuchet, et je connaissais le dictionnaire des idées reçues, mais voilà. Et en fait, je suis allée trouver mon directeur de thèse, qui était malheureusement Henri Mitterrand. Il vient de nous quitter, et c'est vraiment, on est tous d'une très grande tristesse. Et c'était quelqu'un qui avait à la fois la compétence sur Flaubert et sur le roman, et aussi qui a contribué à fonder la sociocritique et la génétique. Donc, j'avais à la fois un appui pour l'étude, on pourrait dire, rhétorique des clichés, mais aussi des enjeux sociopolitiques qui traversaient l'œuvre de Flaubert. Et c'est vraiment ainsi que j'ai pu travailler sur les stéréotypes et les clichés chez Flaubert. C'est en effet une question tout à fait fondamentale qui traverse toute l'œuvre des œuvres de jeunesse, hein, où le cliché, les stéréotypes sont ironisés, en particulier les clichés romantiques, et jusqu'à Bouvard et Pécuchet, en passant par Madame Bovary et l'éducation sentimentale, où à la fois dans Madame Bovary, les clichés romantiques sont ironisés dans les dialogues, mais Flaubert élabore comment dire, une stratégie énonciative qui lui permet une sorte de polyphonie, c'est-à-dire de mettre à distance les clichés des mains sans les ironiser complètement, être à la fois dans une distance empathique, mais en même temps ironiser les clichés du discours social, les clichés du conseiller Lieuvain. Et dans l'éducation sentimentale, c'est vraiment le discours politique de tous bords qui est mis à l'épreuve et ironisé, et pas seulement les discours romantiques ou bien le on-dit dans la province de Bovary. Donc à chaque roman, il y a sa poétique d'écriture, et je dirais non pas contre le cliché, mais avec, en le portant et en l'intégrant à une stratégie citationnelle. Et alors dans Bouvard et Pécuchet, c'est Barthes qui dit que l'écriture de Bouvard et Pécuchet est indécidable, mais Flaubert a élargi la question non plus seulement du cliché, mais du stéréotype et de l'opinion reçue. Et alors, le lecteur entre de plain pied dans une énonciation qui est toujours l'énonciation du on-dit que portent et traversent les deux personnages. Et ce qui m'a semblé très intéressant à travers cette question du cliché et du stéréotype chez Flaubert, c'est que cela permet d'aborder la question de la parole dogmatique. Et dans Bouvard et Pécuchet, on est à plein là-dedans, c'est-à-dire finalement, c'est moins, il y a bien sûr des contenus qui sont mis à distance, mais c'est moins le contenu dans l'idée reçue qui est mis à distance que
que l'affirmation dogmatique, péremptoire, d'une arrogance, d'une bêtise arrogante qui ne doute jamais d'elle-même. Et de ce point de vue-là, les personnages sont plutôt attirent notre sympathie parce qu'ils sont dans le doute permanent. Même s'ils sont dans l'échec permanent, ils sont aussi dans la remise en cause permanente de ce qu'ils ne comprennent pas ou de ce qu'ils reçoivent comme des leçons. Et pour finir de répondre à votre question, l'intérêt de travailler sur un auteur comme Flaubert, c'est qu'il ne nous déçoit jamais parce qu'on n'a jamais fini de commenter son œuvre. Et c'en est tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'il résiste aux commentaires et il s'en échappe. Je trouve très intéressante cette idée de ironiser le cliché d'une manière empathique. Ah oui, je pense que ça, l'ironie flaubertienne a été un petit peu caricaturée, c'est-à-dire on a figé l'idée que Flaubert était un grand pourfendeur de bêtises, de clichés, de discours reçus. Et en fait, c'est une distance à curseur variable suivant les passages et suivant les personnages. Et il se sert beaucoup de ce qu'on appelle le discours indirect libre ou du discours direct libre, où il fait entendre dans le récit la voix du personnage. Et donc, par exemple, je pense à un monologue d'Emma où elle rêve de bonheur dans des contrées exotiques. Et le discours du narrateur se mêle intimement au passage où la voix d'Emma surgit. Et donc, il y a une espèce de voix, de voix du narrateur à mi-voix qui se projette dans les personnages. Et c'est la forme de l'impersonnalité flaubertienne, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être absent complètement du roman, mais le narrateur peut se projeter et prendre des distances extrêmement variables. Et ça peut être dans une description aussi, ou ça peut être... mais cela permet de rendre compte du fait que le narrateur est absent et présent. Il est absent en tant que voix à la première personne, ou au sens où on n'a plus le commentaire balzacien, l'espèce de surplomb qui est carrément du romancier. Ici, le romancier s'efface pour une voix qui entre dans la conscience des personnages et qui travaille avec elle avec des distances qui peuvent être variables à l'intérieur d'une même phrase. Hein, c'est ça aussi qui est très intéressant. Ça demande une subtilité d'écoute et moi qui suis plutôt stylisticienne, je veux dire que ça me remplit de joie parce que c'est d'une subtilité qui oblige à lire le texte de près. Et c'est un livre ce sont des livres que l'on peut lire à partir des cultural studies, c'est-à-dire qu'on peut rechercher l'image de la femme, etc., ou ce genre de sujet. Mais le fin mot est toujours celui qui approche la phrase, le paragraphe de très près. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il me semble... Non, absolument. Oui, et pour cette polyphonie des voix, je me demandais, je regardais votre édition du Dictionnaire des idées reçues qui est magnifique. Est-ce qu'on entend la voix de Flaubert dans le dictionnaire? Est-ce que, pour le coup, est-ce qu'il y a une présence dans ces articles du dictionnaire de la propre voix de l'auteur? En fait, c'est peut-être, on arrive à une seconde question, peut-être sur le dictionnaire des idées reçues. Je vais partir de votre question aujourd'hui. Oui, on entend tout à fait la voix de Flaubert. En fait, j'ai travaillé sur ce dictionnaire des idées reçues en plusieurs étapes. Une première étape a été de le travailler comme un texte qui n'avait jamais été fait, parce qu'en fait, on prenait ce texte comme un réservoir discontinu finalement de bons mots contre la bêtise bourgeoise et de plaisanteries traditionnelles, genre langouste, femelle du homard. Bon. Alors, on entend la voix de Flaubert et le rire de ce qu'on a appelé le garçon, c'est-à-dire ce personnage un peu grossier, au rire rabelaisien, qui
qu'il jouait quand il était tout petit. Donc on entend ce niveau-là. Mais on s'aperçoit aussi que le dispositif du dictionnaire est fait pour établir une certaine circularité. Alors une circularité qu'on peut dire ironique, mais une circularité qui met le lecteur au centre du dispositif. Et la grande nouveauté de ce dictionnaire, c'est qu'il prend le lecteur comme une cible. C'est-à-dire qu'il disait dans les années 50 qu'il projetait un dictionnaire des idées reçues et que le lecteur ne saurait pas si l'on se fout de lui, oui ou non. Ce sont les termes de Flaubert, assez directs. Et il crée un dispositif citationnel en utilisant la personnalité du dictionnaire, c'est-à-dire un article avec une entrée et puis un énoncé à la troisième personne. Donc, il prend pour cible le lecteur parce qu'il y a des énoncés qui sont de portée très différente. Par exemple, optimiste, toujours imbécile. Alors, on lit ça, on se dit, tiens, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que ça me concerne ou bien, imbécile, tous ceux qui ne pensent pas comme vous, voyez. Et le vous, c'est le lecteur, en fait. Donc, c'est une espèce d'énoncé vertigineux parce que donc on a bien des opinions, on pense que voilà. Donc le lecteur est comme cible parce qu'il y a une sorte d'instabilité de la cible du dictionnaire. Et Flaubert aussi s'inscrit dans la cible. Et c'est la grande force parce que il y met des opinions qui sont bien sûr parfois les siennes, ou bien il met des opinions qu'il déteste, mais il se moque aussi de ceux qui rient parce que, par exemple, rire de ceux qui comètent, rire de ceux qui croient à l'existence des comètes. Alors évidemment, ça fait partie des idées reçues au sens de vérité fausse. Mais l'idée reçue n'est pas seulement une vérité fausse, c'est aussi l'idée qui a circulé dans l'opinion, dont on ne sait pas vraiment si elle est vraie ou fausse, mais qu'on n'a pas vérifiée. Alors, il y a tout ce jeu de la croyance qui est vraiment au centre du dictionnaire. Et alors, Flaubert a mis des opinions qui l'énervent on voit très bien un corpus d'opinions sur l'écrivain, sur l'individu qui est toujours, ou alors des prescriptions qu'il déteste, par exemple sur la gymnastique. Il faut en faire beaucoup, je ne le connais pas par cœur, mais disons qu'il y a l'idée que... Voilà. Et en même temps, ce que j'ai essayé de montrer aussi, c'était que c'était à la fois une stèle de la bêtise, c'est-à-dire arriver à graver un monument à la bêtise, mais aussi un monument de mémoire, de lui-même, de sa jeunesse, des relations qu'il a pu avoir. Et là, il y a une sorte de lectorat qui est à petit groupe, c'est-à-dire que en fait, on se rend compte que ceux qui auraient pu lire de façon contemporaine ce dictionnaire et qui n'ont pas pu le lire puisqu'il n'est paru qu'en 1911, pouvaient savoir ce qu'il y avait derrière des allusions personnelles. Par exemple, dans l'article docteur, à foutre docteur, c'était des plaisanteries entre Louis Bouilhet lui-même, ou bien chercher les causes de la Révolution française, c'était aussi des plaisanteries avec Bouilhet et Ducamp, ou bien le corps, entendre le son du corps au fond des bois, eh bien, ça me paraît renvoyer à une lettre qu'il écrit au moment de la mort d'Alfred Le Poitvin, qui était son grand ami de jeunesse. Il y a donc vraiment plusieurs étages de la lecture du dictionnaire où Flaubert a vraiment mis beaucoup de lui-même. Et puis, je crois qu'une des forces de ce dictionnaire, c'est que il se donne une allure intemporelle par son énonciation, mais qu'il est fortement ancré dans le 19e siècle. Il y a des articles, et c'est ce qui nous a intéressés, Jacques Neufs et moi-même, dans l'édition critique du dictionnaire, c'était de restituer tout le contexte
historique du dictionnaire pour montrer qu'en fait, il y a beaucoup d'allusions à des événements, à des discours du 19e siècle qui sont privés de toute origine, dont on enlève toute date, toute référence, et qui font qu'on a pu éditer ce texte et rééditer ce texte comme un texte intemporel. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je continue ou si on non, non, c'est passionnant que de vous entendre. Mais alors, en fait, vous parliez à un moment donné, enfin, j'ai lu quelque part, d'un effet d'idées reçues. Et je me demandais s'il en inventait quelque part, il y a cette idée, j'avais lu dans les Fusées de Baudelaire, créer un poncif, c'est le génie. Oui. Et est-ce que lui, il en crée des poncifs? Est-ce qu'il installe des idées reçues qui peut-être ne sont pas si reçues que ça à d'autres fins? Je vous ai donné l'exemple d'optimiste. Il y a des pensées qui peuvent nous traverser, par exemple, pensée pénible. Alors évidemment, ça peut se prendre au sens ironique, de style en pensant à l'écho parce qu'il y a beaucoup d'échos de conversation. En fait, c'est donné comme l'écho d'une sorte de transmission orale de l'opinion dans le dictionnaire. Il y a des mini-exemples de dialogue. Oui, c'est ça, il y a des marques de dialogue. Hein. Oui. Des marques de dialogue. Donc, pensée pénible, on peut penser cela comme un écho d'une conversation. On peut aussi penser que c'est pénible d'écrire, de réfléchir. Et tout un chacun pourrait aussi penser que, évidemment, si on veut vraiment penser, c'est compliqué. Donc, il est certain qu'il a mis du sien alors, a-t-il inventé des idées reçues? Plus dans l'idée que il y a une grande inégalité de statut des énoncés qui sont produits. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que le fait que le dictionnaire ait été republié comme un texte intemporel, c'est aussi la trace d'une méconnaissance du fait que ce dictionnaire fait partie d'un dossier qui est le dossier pour le second volume de Bouvard-Pécuchet. Je crois que vous en avez déjà parlé, mais Flaubert a conçu Bouvard et Pécuchet comme un ensemble en deux parties ou deux volumes. Il y a les 10 premiers chapitres du roman qui sont consacrés aux mésaventures des deux personnages à travers l'encyclopédie de leur temps. Et puis les chapitres 11 et 12 qui devaient contenir le 11 la copie, le 12 la conclusion. Et la copie devait comprendre un ensemble de citations et le dictionnaire des idées reçues et le catalogue des idées chics. Et ce dictionnaire des idées reçues, en fait, n'est pas véritablement un texte, même si je l'avais travaillé comme tel. C'est un ensemble de 3 manuscrits dont il y a bien sûr un manuscrit qui semble-t-il est le plus abouti, mais c'est un manuscrit très travaillé, très raturé. Et en fait, ce texte n'est pas véritablement un texte, mais c'est un ensemble d'articles dont on peut dire qu'ils font partie du second volume du dictionnaire de Bouvard et Pécuchet. Et ce que j'ai découvert en travaillant après ma thèse, le dictionnaire des idées reçues, d'un point de vue génétique, c'est qu'il se présente comme tout à fait en relation avec les citations du second volume. Par exemple, si vous prenez l'article Bible, qui énonce avec aplomb le plus ancien livre du monde, c'est l'écho d'un lieu commun du catholicisme au XIXe siècle, qui pensait la Bible comme le plus ancien livre du monde. On sait bien évidemment aujourd'hui qu'il y a des livres plus anciens. Et donc, c'est un lieu commun du catholicisme qui peut s'énoncer sans aucune marque d'auteur, sans auteur, mais en fait, c'est repris par des auteurs dans la copie de Bouvard et Pécuchet. Il y a à la fois Bonald, qui est donc un auteur réactionnaire au sens littéral du terme et catholique,
Il y a aussi un médecin catholique, le docteur Belluino, qui fait allusion à cela. Mais il est aussi nuancé par une citation d'un géologue et naturaliste, Marcel de Serres, qui dit « Tout en convenant que le Pentateuque est le plus ancien des livres que nous possédions, on doit reconnaître qu'il existe des monuments d'une plus haute antiquité. » Donc on voit que finalement, Flaubert, si on avait pu lire le dictionnaire des idées reçues avec les citations de la copie, comme un ensemble avec les 10 premiers chapitres du roman, le lecteur en fait était renvoyé non pas seulement à son jugement, mais également à la mémoire qu'il pouvait avoir des citations du 19e siècle ou plus anciennes, où Flaubert fait part de controverses, des controverses sur l'esclavage par exemple, le discours à la fois pro-esclavage de l'Église catholique et puis des arguments contre. Et en fait, cette définition de la Bible comme le livre le plus ancien, c'est tout à fait contré par l'argumentation athée. Et Flaubert en fait un petit écho dans son volume. Donc, je pense que ce côté citationnel du dictionnaire des idées reçues est assez vertigineux, parce qu'on a toujours l'impression que ça dépasse la mémoire de chacun, de chaque lecteur. Mais c'est la force de ce dictionnaire de se présenter comme une abstraction, mais enfin comme un texte autonome. Mais il est certain que si Flaubert avait pu le publier dans les conditions qu'il prévoyait, il aurait eu un autre statut. Justement, et il y a une question là, mais il y a plusieurs questions là qui me semblent pertinentes. Et l'un, c'est, est-ce que vous pensiez que Flaubert voulait vraiment finir ce dictionnaire-là, ou voulait vraiment finir cette œuvre? Parce qu'on dirait que c'est bien possible qu'on peut ajouter et rajouter et continuer à rajouter des choses pendant des années sans jamais finir dans Bouvard et Pécuchet et dans les dictionnaires aussi. Et oui, donc, oui, je vous écoute. Pardon. non, donc ça serait une première question. Et l'autre question, et qui me semble aussi pertinent, si on fait une petite comparaison, par exemple, avec le dictionnaire du diable de Ambrose Bierce et le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, on dirait que c'est plus facile de lire le dictionnaire de Ambrose Bierce parce que le contexte n'est pas si pesant que chez Flaubert, d'après ce que vous venez de nous dire. Donc, qu'est-ce qui peut comprendre un lecteur contemporain de ce dictionnaire-là s'il le lit sans tous les notes et sans tous les travaux que vous avez faits à travers le temps? Alors, je réponds d'abord à votre première question, qui est Oui. vraiment très importante et qui peut, je pense qu'un Proustien aussi peut poser pour l'œuvre de Proust qui ajoute sans arrêt des éléments à l'écriture, dans ses cahiers, à l'écriture de la recherche du temps perdu. Mon avis, enfin mon opinion, c'est que Flaubert avait l'intention de finir Bouvard et Pécuchet si on se fonde sur la correspondance qui, dans les dernières lettres de 1880, prévoit en fait qu'il a encore 6 mois pour finir le second volume et qu'il prendra un secrétaire à Paris pour lui relever des éléments. Et d'autre part, pour ce qui est du dictionnaire des idées reçues, j'ai évoqué 3 manuscrits. En fait, il semble bien qu'il y ait le manuscrit que nous publions en premier, le manuscrit A, qui soit le dernier manuscrit. Donc Flaubert a utilisé les 2 autres textes pour écrire le 3e état. Et dans ce 3e état, Flaubert a ajouté des choses, mais il a aussi beaucoup supprimé. Et je pense que le dictionnaire tel qu'on l'a n'est pas loin de la fin, enfin d'une terminaison, d'un aboutissement qui aurait fait de ce dictionnaire un texte encore beaucoup plus enlevé parce qu'il aurait été beaucoup, beaucoup plus ramassé. Et plus on avance dans les lettres, plus Flaubert coupe. Et
dans le dossier pour le second volume, très certainement, Flaubert aurait beaucoup coupé, mais il y a des dossiers qui sont plus préparés que d'autres, bien évidemment. Les premiers sont un petit peu... La copie est mieux préparée, il est resté en chantier. Ceci, donc, il me semble que Flaubert avait l'intention de faire aboutir ce second volume qui aurait constitué la copie du chapitre 11 avec un chapitre 12 qu'il aurait rédigé de façon plus narrative. Ce qui n'empêche que votre idée est fondamentale parce que c'est un livre interminable dans le fait de ce que Yvan Leclerc avait appelé la spirale et le monument, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre qui se termine en boucle parce qu'il se termine sur... on voit Bouvard et Pécuchet à l'œuvre, on voit Bouvard et Pécuchet, il y a une note de régie dans un scénario pour la copie qui dit, à la fin du 10e plan, qui dit ils s'y mettent, et à la fin, une note de régie qui dit on les voit de dos on les voit en train de copier. Donc il est interminable parce que d'une part, ils se mettent à copier une lettre envoyée au préfet, pardon, une lettre du préfet envoyée au médecin pour savoir s'il faut les enfermer. Donc ils copient des éléments qui les concernent dans l'histoire, et l'histoire se termine sur leur copie interminable, enfin, le geste même de copier, c'est-à-dire l'acte même de copier, et qui devient non pas copier comme autrefois, comme on a pu le dire souvent, mais véritablement, il me semble qu'ils incarnent la figure de l'écrivain copiste, tel qu'il va être réincarné au XXe siècle, par Bartleby, par d'autres, par Pierre Sange, par d'autres. Et donc, votre première question, je suis peut-être un petit peu longue, mais votre première question, c'est à la fois cela, c'est un travail infini, interminable, mais pour ce qui est de la préparation matérielle de Bouvard et Pécuchet, il me semble que Flaubert avait en tout cas décidé de le terminer. Et pour répondre à votre deuxième question, je serai plus brève. Certes, le dictionnaire de Flaubert est probablement plus difficile d'accès, mais en fait, il y a plusieurs accès. On peut le lire sans notes, et il y a des énoncés qui probablement sont plus compréhensibles, en tout cas dans leur énoncé, mais il y en a d'autres qui sont drôles. Les plaisanteries traditionnelles peuvent faire rire. Il y a des énoncés qu'il a très travaillés, comme un énoncé que j'aime beaucoup, Baragouin, manière de parler aux étrangers. C'est très important parce que dans une première version, il était écrit manière de parler des étrangers. Et c'est beaucoup plus subtil. Baragouin, c'est le langage qu'on utilise quand on croit que l'étranger ne va pas comprendre ce qu'on dit. Donc c'est un énoncé assez fin. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de notes pour comprendre cet énoncé. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été réédité dans des collections de poche multiples, et d'ailleurs sans se rendre compte qu'on édite tel ou tel état du texte. Finalement, peu importe pour un grand public. Mais c'est quand même intéressant pour ceux qui sont un petit peu plus exigeants ou qui veulent faire une autre lecture, de comprendre la genèse de ce texte. Avant de laisser la parole à Magdalena, une dernière question liée à ce que vous venez de dire. On dirait que, n'ayant pas la fortune d'avoir fini son œuvre, et en laissant Bouvard et Pécuchet de la façon où il l'a laissé, on pourrait penser d'une certaine façon que Lazare nous a donné la première œuvre tout à fait conceptuelle de l'histoire de la littérature, parce que finalement on peut imaginer un livre qui ne se finit jamais. Effectivement, dans ce sens-là, oui. Avec cette nuance qu'elle n'est pas purement conceptuelle, Flaubert a quand même construit une fiction. C'est pas comme s'il s'était limité à décrire l'idée d'une fiction.
Il y a les 10 premiers chapitres qui sont rédigés. C'est seulement le second volume qui est resté à l'état de dossier virtuel, puisque Flaubert n'a pas pu est mort malheureusement avant de l'avoir terminé. Donc on pourrait dire qu'elle est partiellement conceptuelle dans la mesure où ils se mettent à copier, enfin on les voit dans le geste même de copier, et avec la possibilité que la fiction se retourne sur le contenu de leur copie, puisque c'est le contenu du chapitre 11. Donc de ce point de vue-là, on peut penser à l'œuvre, à La recherche du temps perdu, qui, au moment où le narrateur, le héros, comprend sa vocation d'écrivain, il y a cette idée qu'il évoque ce que sera son œuvre. On peut penser que, en même temps, l'auteur a écrit, en arrivant au temps retrouvé, les éléments qui vont être celles de l'œuvre future du narrateur. Donc c'est, je dirais, une œuvre conceptuelle, oui, mais partiellement conceptuelle. Enfin, je ne sais pas si ça vous convainc, mais... Oui, 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 d'accord, tout à fait. Voilà. Et pour ce second volume, ce mystérieux second volume de Bouvard et Pécuchet, votre travail pour le volume Pléiade qui vient de paraître, justement, s'occupe, enfin, accorde une place au second volume qui est nouvelle. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu? Oui. Eh bien, elle est nouvelle parce que jusque-là, on avait publié des anthologies du second volume. Il y a eu l'anthologie de Geneviève de Pollen qui est très intelligente. Il y a eu des fragments dans des éditions, les éditions du Club de l'Honnête Homme. Enfin, il y a eu différentes publications partielles. Il y a eu même une reconstitution conjecturale qui essaie d'ordonner la copie et d'insérer des fragments marqués pour la copie dans les notes de lecture. Voilà. Et puis, il existe maintenant un site qui est le site de l'ENS de Lyon, qui a publié les dossiers intégralement, et c'est une magnifique édition, c'est-à-dire que nous avons en ligne tous les dossiers, des notes de lecture, des citations, les 3 manuscrits du dictionnaire des idées reçues. Donc le lecteur peut avoir le manuscrit, la transcription, avoir un dossier brut. Mais dans les éditions papier, il s'agissait de présenter quelque chose de nouveau. Et nous avons en fait décidé, Jacques Neffs et moi-même, de ne pas essayer de reconstituer de façon conjecturale la copie de Bouvard et Pécuchet, mais de donner tous les scénarios pour la copie, enfin les principaux scénarios pour la copie, et de donner la copie dans l'ordre où les dossiers de Rouen la présentaient, c'est-à-dire d'abord les citations, et également les fragments d'imprimés, les fragments, les cartons, les annonces, les publicités, les annonces pour la naissance d'un chien ou d'une chienne, les articles de journaux que Flaubert a commentés, et puis également, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on a trouvé sur la table de travail de Flaubert, qui n'avait jamais été édité, des bibliographies, mais aussi une coupure de journal annonçant la publication de Bouvard et Pécuchet, et puis le dictionnaire des idées reçues dans ces 3 versions. Il y avait seulement une édition à part de Léa Caminiti qui avait fait une édition diplomatique des trois dictionnaires, mais là c'est une édition à noter, le catalogue des idées chic. Donc on a fourni un ensemble, et avec la notation, nous avons conçu la notation des 10 premiers chapitres et du dictionnaire des idées reçues comme une annotation circulaire, c'est-à-dire que nous ne donnons pas les notes de lecture, bien évidemment, mais nous donnons tout ce qui était préparé par Flaubert
pour la copie. Notre annotation permet de circuler du premier volume des 10 premiers chapitres au deuxième volume qu'a conçu, que nous avons entièrement édité et annoté. Et puis, les éditions de la Pléiade ont bien voulu publier un index des noms d'auteurs, et cet index permet au lecteur de circuler entre les deux volumes, de savoir par exemple qu'un auteur est cité dans la copie, mais qu'il est également cité dans nos notes ou cité dans le texte. Et donc, ça permet à chaque lecteur de faire son trajet génétique ou son trajet simplement de commentateur. Et le dictionnaire des idées reçues, bien sûr, est pris dans cet index à travers les commentaires. Donc, vous aussi, vous mettez le lecteur au centre du dispositif dans ce volume. Bien sûr. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de rendre tout cela lisible et compréhensible. Et les éditions Gallimard ont fait un remarquable travail parce que dans l'édition du second volume, parce qu'ils ont à la fois, nous avons édité notre transcription en établissant, par exemple, en mettant en italique les lettres qui sont manuscrites, ou en établissant un filet pour que les lecteurs comprennent tout de suite qu'il y a des documents imprimés, et parfois en mettant des facsimilés d'imprimés, parfois en les recomposant de façon très, très proche de l'original. Et on ne peut pas complètement tirer Flaubert vers les collages de surréalistes, parce que ce n'est pas l'esthétique complète de Flaubert, ce n'est pas l'esthétique du 19e siècle, mais on peut se demander, s'interroger sur la façon dont Flaubert aurait voulu voir composer ce second volume. Est-ce qu'il aurait été complètement imprimé de la même façon, ou bien est-ce qu'il anticipait déjà des collages à la manière des romans surréalistes comme Nadja? On peut l'imaginer. De même qu'il invente la figure du romancier copiste. Il y a, le travail dans le volume Pléiade souligne aussi les rapports entre la Tentation de Saint-Antoine et Bouvard et Pécuchet. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces découvertes, en fait? Alors, effectivement, on peut comment dire, rapprocher la fantasmagorie et les délires d'un moine de l'Égypte du IVe siècle, et puis les déboires encyclopédiques de Bouvard et Pécuchet dans la Normandie du XIXe siècle, paraît un paradoxe. Et pourtant, ils ont beaucoup en commun, et je dois vous avouer pour ma part que c'est le travail sur Bouvard et Pécuchet qui m'a permis d'entrer le mieux dans le texte de Saint-Antoine, dont j'ai compris que c'était un texte à lire à partir du XIXe siècle, et je vais m'en expliquer. Michel Foucault, dans son article fondamental, hein, que vous connaissez, La bibliothèque fantastique, a rapproché ces deux textes qui étaient nés entre la lampe et le livre, qui constituent tous deux un fantastique de bibliothèque, et je cite, qui ouvre l'espace d'une littérature qui n'existe que dans et par le réseau du déjà écrit. Et au-delà des différences entre les scènes dramatiques d'un côté et les chapitres de l'autre, on peut s'apercevoir que les deux textes ont une structure analogue, avec une première partie ou un prologue qui introduisent les personnages ou qui annoncent les disciplines, et puis des chapitres, des parties, et puis un retour en arrière, un bouclage, un retour en boucle de l'œuvre. Mais c'est surtout la fin aussi de Saint-Antoine d'être la matière, alors que du côté de Bouvard et Pécuchet, les personnages en fait renoncent à tout classement dans les scénarios pour la copie, pour en fait se mettre simplement à copier. Et la copie, et ça c'est à nouveau Foucault qui fait le rapprochement, la copie rapproche les deux personnages par la façon
dont le geste de copier va permettre aux deux personnages d'adhérer à la matière, d'adhérer au texte qu'ils vont copier, sans plus réfléchir, sans porter de distance et de jugement. Et donc, il y aurait déjà ce premier rapprochement qu'établit Foucault entre les deux textes. Et ce sont aussi des textes jumeaux au sens où on peut appliquer à Bouvard et Pécuchet le propos de Flaubert à l'égard de la tentation, disant « c'est le livre de toute ma vie ». Ce sont des textes qui sont nés de façon pratiquement chronologiquement semblable. Dans les années 1840, Flaubert pense à la tentation, et il en écrit une première version en 1949, dont on sait qu'il a été vraiment rejeté violemment par ses deux amis, et aux grandes dames de Flaubert. Et parallèlement, dans la deuxième moitié des années 40, Flaubert pense au dictionnaire des idées reçues. Il y a une œuvre qui en serait la préface. Et donc, c'est véritablement deux œuvres qui habitent Flaubert toute sa vie. Et Flaubert repense à la tentation de Saint-Antoine en 1856, au moment où il termine Madame Bovary, et où il hésite. Bon, il va travailler Salammbô, mais il pense à la tentation de Saint-Antoine et il y renonce pour des raisons politiques, parce qu'il a peur de se faire lyncher par les populations. Et il y repense alors à nouveau en 69, et de la même façon, il repense à Bouvard et Pécuchet. Quand il a terminé Salammbô, il hésite entre deux projets. En 62, en 63, il hésite entre ce qui va être l'éducation sentimentale et Bouvard et Pécuchet. Donc il y a, comment dire, il pense à ces deux œuvres toute la vie, et quand il a fini La tentation de Saint-Antoine en 72, il présente Bouvard et Pécuchet comme véritablement un roman moderne faisant la contrepartie de Saint-Antoine, et qui aura la prétention d'être comique. Et je crois qu'il y a tout dans cette phrase. Il y a l'idée que c'est la contrepartie de Saint-Antoine, et que c'est une contrepartie comique. Et en cette même année 72, il avait même pensé à ne pas publier tout de suite Saint-Antoine, et à publier ces deux œuvres comme deux jumelles en même temps. Et puis, sur les conseils de Taine, il a renoncé à ne pas publier La Tentation, qui paraît en 74. Voilà. Et puis, alors, il y a une troisième rapprochement qu'on peut faire, qui est la dimension philosophique des deux œuvres. Nous nous sommes aperçus avec Jacques Neff que les lectures pour La Tentation de Saint-Antoine, en fait, que nous publions en appendice de Bouvard et Pécuchet, contiennent des références philosophiques qui vont être prises pour Bouvard et Pécuchet, et que, d'autre part, dès que Flaubert a fini en juin 72 le manuscrit de La Tentation de Saint-Antoine, il commence à noter les lectures qu'il projette pour Bouvard et Pécuchet, et que ces lectures qu'il note dans le carnet 15 prennent la suite immédiate des lectures pour La Tentation de Saint-Antoine. Et les lectures pour Bouvard et Pécuchet reprennent des lectures antérieures pour Salammbô, pour La Tentation de Saint-Antoine, et des lectures, et note aussi des nouvelles lectures ou relectures qu'il partage avec Saint-Antoine, des lectures de philosophie, mais surtout d'exégèse religieuse, qui sont des lectures du XIXe siècle. Et une lecture philosophique qui est celle fondamentale de Spinoza, très important pour La Tentation de Saint-Antoine, et pour le chapitre 9 et 8 et 9, les chapitres 8 et 9 de Bouvard et Pécuchet, et même peut-être antérieurs. Et donc, il y a toute une série de travaux d'exégèse, d'histoire religieuse,
qui se développe au XIXe siècle et qui forme le fond commun des débats entre philosophie et religion, science et religion dans les deux œuvres. Et de fait, Bouvard et Pécuchet prolongent les discussions qui ont lieu entre Antoine et Hilarion, hein, qui est le personnage qui, dans la troisième version de Saint-Antoine, remplace la logique. Et dans la sixième partie, au moment où Antoine est emporté dans l'espace sur les ailes du diable, et là c'est un dialogue non pas entre Antoine et Hilarion, mais entre Antoine et le diable, Antoine prononce cette phrase « Quel est le but de tout cela ?» à laquelle le diable répond « Il n'y a pas de but ». Et cette même phrase est reprise en écho polyphonique, mais modalisée par le doute, par Bouvard au chapitre 3, « Peut-être qu'il n'y a pas de but ?» Et Pécuchet lui répond « Cependant ». Donc, c'est modalisé par le doute dans Bouvard et Pécuchet, mais c'est bien la même question. Et dans le même épisode du chapitre 3, lorsque les deux bonshommes contemplent le ciel, eh bien, l'épisode est en correspondance avec la contemplation astronomique émerveillée par Antoine dans la sixième partie, dans les espaces célestes, de même que le débat entre Hilarion et Antoine dans la troisième partie sur les martyrs, la troisième partie de Saint-Antoine, a pour écho la scène comique sur les martyrs que Jacques Neefs a commenté, qui est une scène comique sous le parapluie du curé, sous l'orage, au chapitre 9 de la religion. Et Antoine affirme à Hilarion, c'est la vérité de la doctrine qui fait le martyr, tandis que Pécuchet argumente auprès de l'abbé Geoffroy, mais si la valeur du martyr dépend de la doctrine, comment servirait-il à en démontrer l'excellence? C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, il y a une mise en question du dogmatisme de l'Église catholique là-dessus. Et Bouvard et Pécuchet, il faut ajouter eh bien, la contrepartie comique de Saint-Antoine, parce que la répétition dans Saint-Antoine tourne à la farce. Plusieurs scènes de la tentation, des échos grotesques dans Bouvard, je viens de citer le débat sur les martyrs, et sur la croyance dogmatique, mais aussi il y a cette scène du chapitre 9 où Bouvard entrevoit Pécuchet en train de se fustiger dans sa phase mystique et de se cingler les fesses, c'est le terme du roman. Et donc il y a d'un côté les cinglons vigoureux d'Antoine dans la tentation de Saint-Antoine, et de l'autre, dans la phase mystique, les cinglons de Pécuchet qu'aperçoit Bouvard et de Pécuchet à moitié nu. Et donc, Bouvard et Pécuchet insistent sur le côté grotesque de l'affaire, mais les deux chapitres sont bien en écho l'un avec l'autre. Et le rapprochement entre les deux œuvres tient véritablement à l'orientation des débats philosophiques et religieux qui sont guidés par l'actualité des interprétations des savants rationalistes, mythologues, historiens des religions, contemporains de Flaubert, donc Flaubert connaît bien les argumentaires contre l'orthodoxie catholique. Et comme pour Salammbô, Flaubert part du présent et démonte en parallèle à la fois les vérités révélées, les idées reçues et les croyances de l'opinion. Et à partir de ce présent qui est celui des années 70, Flaubert parle de ce présent des années 70 dont le contexte politique et religieux est celui de la domination de l'Église sur le pouvoir et la controverse on le sait, entre science et religion, et plus que d'actualité, parce que les années 70, ce sont les années de bataille pour le maintien de la République, hein, qui ne commence à être consolidée qu'en 1875. Ce sont des années d'expiation religieuse pour la Commune et la défaite, qui voient les députés voter l'érection du Sacré-Cœur de Jésus à Paris,
et ce sont des années d'ordre moral, mais où se profile en même temps une nouvelle politique d'éducation et de laïcité. Et donc, c'est une période d'intenses débats politiques en France, et par rapport à laquelle on peut lire les débats entre sciences et religion, entre philosophie et religion, en parallèle dans La Tentation de Saint-Antoine et dans Bouvard et Pécuchet. Et pour moi, c'est ce qui a fait toute la modernité d'une œuvre qui me semblait finalement ancrée dans le IVe siècle de l'Église, alors que pas du tout. C'est une œuvre qui est en va-et-vient entre les discours comment dire, rationalistes du XIXe siècle qui débattent avec l'Église, avec le dogme catholique. On a le temps pour deux dernières questions, il me semble. Donc, je passe rapidement à l'avant-dernière. Et c'est que vous avez travaillé énormément sur Barthes et on voudrait bien savoir, et d'après votre avis, quelle a été la lecture que Barthes a fait de Flaubert? Alors, je suis contente de cette question parce que Flaubert est une présence constante chez Barthes et il me semble qu'il y a trois aspects. Il y a un premier aspect qu'il développe dès le degré zéro de l'écriture, c'est l'image de Flaubert, artisan de l'écriture et artisan de la phrase, et le Flaubert du travail infini de la phrase dans les manuscrits, pour qui la littérature devient à la fois une souffrance et un absolu. C'est le Flaubert de l'écriture intransitive et de l'absolu de la littérature, et qui pour Barthes représente un tragique de l'écriture, puisque c'est un travail qui est en réaction à la bêtise du temps de Flaubert. Et là, sur ce sujet, il faut relire son très bel article Flaubert et la phrase, qui a été repris dans les Nouveaux essais critiques de 72, où il écrit que pour Flaubert, la phrase est à la fois une unité de style, une unité de travail et une unité de vie. Et il commente les corrections de Flaubert et ce travail infini. Et le deuxième aspect, c'est que c'est en contrepartie le Flaubert de la bêtise que Barthes a mis en œuvre auquel il pense dans les mythologies et dans la comment dire, la postface, le mythe aujourd'hui des mythologies. C'est comment dire, l'idée que Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, Flaubert inscrit une écriture complètement indécidable, fondée sur le style indirect libre, et qui met en place une énonciation de la bêtise, une énonciation de l'opinion fondée sur la polyphonie. Et on peut dire que c'est véritablement Barthes qui, après Queneau en France, après Borges, dont les discussions ont été traduites en 1957 sur Flaubert, c'est véritablement Barthes en France qui met au centre de la critique flaubertienne une œuvre qui avait été relativement délaissée, qui est Bouvard et Pécuchet. Mais c'est principalement dans SZ que Barthes présente l'écriture indécidable de Bouvard et Pécuchet en contrepartie de l'écriture de Sarrazine de Balzac, qui arrête les codes, alors que pour Barthes, chez Flaubert, dans Bouvard et Pécuchet, il y a une sorte de vertige des codes qui ne s'arrête pas. Bouvard et Pécuchet est lu par Barthes comme une encyclopédie de langage et comme un modèle d'écriture où la parole dogmatique, l'assertion est déjouée. Et mon troisième point, c'est que c'est bien la question de la doxa et du stéréotype qui
remet au goût du jour la question des idées reçues de Flaubert. Barthes a compris la leçon flaubertienne des idées reçues, qui est que il ne faut pas contrer le stéréotype, il ne faut pas aller contre la doxa, mais il faut déjouer la doxa en écrivant avec la doxa ou en écrivant, en utilisant ce qu'il appelle l'écriture du déport. Et pour Barthes, le stéréotype empoisse, la doxa c'est Méduse, elle exerce chez lui cette fascination sidérante qu'exerce la bêtise chez Flaubert et principalement la bêtise des foules qui, au temps de Barthes, est devenue la bêtise principale des médias. Et donc, dans le Roland Barthes, par Roland Barthes, qui incarne pour Barthes la bêtise égotiste, et dans Fragment du discours amoureux, qui est la bêtise de l'amoureux, Barthes écrit en déléguant l'énonciation à une sorte d'énonciation fictionnelle, et il joue sur les figures d'énonciation, et c'est un peu cette écriture du déport. Mais à la différence de Flaubert, Barthes en vient à assumer sa part de bêtise, ce qui n'est jamais le cas de Flaubert, même s'il se met au centre de l'énonciation. Et on arrive à ce quatrième point qui correspond à une évolution du discours barthésien dès la fin des années 70, donc après, ou en même temps qu'il publie le Roland Barthes par Roland Barthes et Fragments du discours amoureux, Flaubert réfléchit à une écriture personnelle qui échapperait au métalangage critique et qui serait une écriture où il pourrait dire ce qu'il aime, une écriture qu'il appelle romanesque, mais où romanesque ne doit pas être pris au sens d'une fiction romanesque, mais qui pourrait être une autre façon d'écrire, surtout après, qui prend forme surtout après la mort de sa mère. Et dans la préparation du roman, le dernier séminaire tenu de 78 à 80, Barthes se réfère à un Flaubert écrivain qui est une sorte de nouveau Flaubert qui semble faire boucle avec le Flaubert du degré de l'écriture, c'est-à-dire le Flaubert écrivain, mais qui cette fois s'appuie non pas sur la conception intransitive de l'écriture qu'a Flaubert, mais sur la correspondance, sur le Flaubert en train d'écrire et qui s'autocommande dans la correspondance. Et dans la préparation du roman, Flaubert sert comme Proust d'ailleurs, à Barthes pour réfléchir sur les conditions de possibilité d'une écriture qui serait ce fameux roman. Et donc, Flaubert s'appuie sur la correspondance dans l'anthologie de la correspondance établie par Geneviève Bollem au début des années 70, et sur la problématique de l'écriture et la fabrique de l'œuvre qu'il y a dans la correspondance. Et donc, il lit Flaubert pour pouvoir pour réfléchir sur les modalités de la vie méthodique, ce qu'il appelle la vie méthodique et la praxis d'écriture, sur les affres de l'écriture, les pannes, les marinades. Il dit pour Flaubert, penser c'est le lit ou le divan, écrire c'est la table, ou bien le rythme des journées et des nuits d'écriture et la relation à l'espace d'écriture. Comment dire, ce qui l'intéresse à ce moment-là, c'est la mythologie de Flaubert artisan. Non pas seulement un style de prose, mais un style de vie à l'écriture. Il écrit « Le grand feu, c'est évidemment un style. Cela induit une œuvre sûre, un programme à accomplir, une sorte de bénédictisme du travail. » Autrement dit, ce qui l'intéresse dans la préparation du roman, c'est le Flaubert des carnets d'écrivains, c'est le Flaubert qui rythme ses journées d'écriture, c'est le Flaubert qui écrit auprès d'un grand feu et qui peut lui permettre de modéliser les conditions de possibilité d'une écriture qui ne viendra jamais.
Et on a pu dire que la préparation du roman, c'était en soi, pour reprendre votre terme, une œuvre conceptuelle. C'est-à-dire qu'en fait, il écrit les modalités d'écriture d'une œuvre dont il était conscient qu'il ne l'écrirait pas. Et donc, vous voyez, ce qui m'intéresse dans le rapport de Barthes à Flaubert, c'est d'une part qu'il a vraiment promu Flaubert comme œuvre moderne, en fait, comme écriture moderne et comme modèle d'une littérature intransitive, d'une littérature de l'absolu, mais aussi que son rapport à Flaubert a été modélisé par ce qu'il y cherchait. Et ça a été comme écrivain, mais aussi comme écrivain-auteur de Bouvard et Pécuchet, mais c'est aussi comme écrivain à l'œuvre, hein, comme l'écrivain qui travaille les manuscrits. Et d'une certaine manière, il boucle son commentaire critique en revenant sur Flaubert et la phrase, c'est-à-dire une œuvre de souffrance, mais une œuvre qui travaille à l'infini, qui travaille la phrase à l'infini. La prose, ça n'est jamais fini, disait Flaubert. Et c'est ce que cite Barthes. Vous avez dit tout à l'heure qu'à la différence de Barthes, Flaubert n'assume pas sa part de bêtise. Est-ce que... Il ne l'assume pas comme Barthes déclare qu'il l'assume. C'est-à-dire, Barthes disait dans un fragment d'un discours amoureux, enfin je paraphrase, mais que finalement la bêtise, c'est le regard de celui qui regarde par-dessus votre épaule ce que vous êtes en train d'écrire. C'est donc le regard de l'autre qui va tout de suite figer en stéréotype ce que vous êtes en train d'affirmer. D'où l'écriture du départ. Et il y a un moment de sa vie où Barthes accepte d'écrire sans se soucier de si ce qu'il écrit va entrer dans le vertige de ce qu'il appelle la bathmologie dans le Roland Barthes par Roland Barthes. C'est-à-dire que vous écrivez quelque chose et quelqu'un peut écrire sur vous en pensant que vous allez... vous n'avez pas écrit au deuxième degré, et écrire quelque chose, il y a une sorte de vertige des degrés. Or, Barthes cherche finalement à un projet d'écriture au premier degré. Alors que Flaubert, dans le dictionnaire des idées reçues, même dans Bouvard, dans la première partie de Bouvard et Pécuchet, il met dans la bouche de ces personnages des opinions qui sont les siennes. Mais elles sont toujours mises à distance comme un élément polyphonique. Par exemple, quand Bouvard et Pécuchet éprouvent une nouvelle souffrance qui est celle de percevoir les idées reçues, c'est perçu véritablement comme une souffrance d'écrivain, et de ne pas pouvoir s'en débarrasser. Ouais. Pouvoir les supporter. Mais c'est cette différence entre les deux. Une autre différence, c'est que l'idée reçue chez Flaubert, elle passe plutôt par l'oreille, par le on-dit, ce qu'on entend, alors que chez Barthes, c'est Méduse, c'est celle qui vous fascine, c'est celle qui vous fige. Mais je pense que c'est important. Et il y a peut-être aussi une différence dans les mythologies. C'est que dans les mythologies, mais ça, ce serait peut-être différence et points communs, c'est-à-dire qu'il tourne en dérision la bêtise, mais il y a des mythologies qui font rêver Barthes en même temps, c'est-à-dire certaines images de stars, la voiture, et d'autres qui ne font pas rêver du tout, comme celle sur l'abbé Pierre ou le steak frites, enfin la francité. Mais, voilà. Et Anne, une dernière question rapide, parce que oui, je pense qu'on a dépassé les temps, mais désolé. je ne voudrais pas finir sans vous demander quelque chose à propos de la revue Flaubert et les genres de travail qui s'est fait, et pas seulement en France, mais aussi à l'étranger à travers cette revue-là. Alors, très brièvement, effectivement, nous avons fondé en 2009 cette revue qui s'appelle Flaubert Revue critique et génétique, c'est-à-dire une revue qui accueille
des textes critiques qui soient ou non génétiques. Et c'est une revue qui a publié qui accepte des articles dans différentes langues. Il y a des articles en espagnol, des articles en allemand, et c'est une revue qui s'est intéressée et qui s'intéresse à la traduction. Il y a eu un numéro spécial sur la traduction, le numéro 11, et c'est une revue aussi qui a traduit des textes inédits en français. Et donc, la relation à l'international est d'abord celui du lectorat, et il est aussi celui des critiques, c'est-à-dire qu'on peut proposer des articles, et il y aurait un dossier qui serait tout à fait intéressant sur la réception de Flaubert chez les écrivains en Argentine, qui pourraient publier des inédits traduits en français, qui pourraient... Donc c'est cette relation à l'international est pensée non seulement parce qu'on peut y accéder en se branchant sur le site de revue.org comme lecteur, de ce qu'on peut y lire des articles en français, mais aussi des articles en plus petit nombre dans d'autres langues, mais le fait que la revue est ouverte à la traduction d'inédits et à cette question de la traduction des éditions de Flaubert, par exemple la traduction de Bouvard et Pécuchet en Argentine, que vous êtes en train de mener, la façon dont Bouvard et Pécuchet a été traduit au Japon, en Allemagne, en Italie. C'est très important parce que ça pose de réelles questions d'interprétation du texte et aussi un vis-à-vis, si j'en crois les questions dont on a pu débattre, sur justement ce qui est une évidence pour des lecteurs qui ont été élevés dans une histoire nationale, une culture française, et donc pour lesquels certains présupposés du texte ne posent pas de questions, et puis au contraire, une lecture vue de l'extérieur. Et tout cela, ce sont des débats tout à fait passionnants et très actuels, puisque la question de la traduction est une question en littérature générale et comparée qui est tout à fait actuelle. Merci beaucoup de vos réponses. Ça a été vraiment un plaisir. Je pense que moi aussi. Magdalena et moi, nous sommes très ravis que vous faites part de cette petite célébration. Merci. Et moi aussi, j'espère que le dialogue va continuer parce bien que sûr. c'est tout à fait passionnant pour moi, pour nous, de dialoguer avec vous. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Anne. Merci. Merci.